La question économique sera-t-elle au cœur de la campagne en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire? De fait, si Alassane Ouattara est candidat à sa succession, comme il semble le désirer, il pourrait bien faire face, entre autres, à Tidjane Thiam, le président du puissant Parti démocratique de Côte d'Ivoire. D'une certaine manière, les deux hommes se ressemblent. Ils sont tous les deux issus des milieux fermé de la finance internationale et très connecté au Gotha politico-économique mondial qui a l'habitude de se réunir à Davos ou à Crans-Montana. Le président ivoirien était directeur général adjoint du Fonds monétaire international et son rival est l'ancien patron du Crédit Suisse. Et pourtant, c'est aussi sur le terrain économique que le second entend défier le premier en appuyant sur ce qui fait mal, le gap qu'il y a entre les beaux chiffres de croissance brandis par le pouvoir d'Abidjan et la dure réalité d'une majorité d'Ivoiriens. Je vais parler d'une chose qu'on appelle l'indice de développement humain. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Ça mesure le développement humain à travers la santé et l'éducation. Dans ce fameux indice IDH, indice du développement humain, en un an, la Côte d'Ivoire est passée de 159e à 166e sur 193 pays. Ce sont des chiffres officiels, incontestables, fournis par l'État de Côte d'Ivoire lui-même. Nous sommes donc dans les 30 derniers pays du monde. Effectivement, le produit intérieur brut ne se mange pas. Il y a quelques jours, le quotidien français Libération publiait un article jetant le doute sur la profondeur de la success story ivoirienne sous Alassane Ouattara. Un article titré « Côte d'Ivoire, Abidjan, ville miracle ou ville mirage ». Dans le même timing, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, l'économiste Mamadou Koulibaly, postait sur X, ex-Twitter, un billet intitulé « Illusion macroéconomique en Côte d'Ivoire lorsque les comptes nationaux sont maquillés pour tromper ». Sans nier la réalité de la croissance de ces dernières années, il décrivait une sorte d'économie politique de la gonflette. L'idée est de se servir d'une pratique technique classique en macroéconomie, le rebasage des comptes nationaux, pour se faire plus beau qu'on ne l'est vraiment, notamment en faisant gonfler la poussée du secteur économique informel ou illégaux que l'on peut évaluer par des méthodes plus ou moins honnêtes, mais que l'on ne peut pas vérifier précisément pratiques. Une enquête sommaire permet de réévaluer la valeur ajoutée du secteur des transports informels, avec une hausse de 385%, passant de 513 milliards à 2489 milliards de francs CFA à verser dans le PIB. Le gouvernement de Côte d'Ivoire découvre l'activité d'une branche nouvelle, plus exotique, une vraie pépite, dite branche des professionnels du sexe, dont la consommation finale par les ménages est estimée en 2015 à 240 milliards de francs CFA à verser dans le PIB. Une autre enquête auprès des cybercafés, cabines téléphoniques et autres téléboutiques aurait permis de cerner leurs comptes de production et d'exploitation. Non, ce n'est pas une blague, et leur nombre d'employés. Elle conduit à une revalorisation de la valeur ajoutée des activités des téléboutiques à la hausse de 85%. Passant de 93 milliards à 171 milliards de francs CFA à verser dans le PIB. On découvre également, après une étude des plus sérieuses, que la production, la consommation, la commercialisation et le trafic international de stupéfiants et de drogues participent pour une valeur ajoutée de 383 milliards de francs CFA, dont une importation de 158 milliards de francs CFA à verser dans le PIB. Il y a de très nombreuses années, j'ai moi-même publié de nombreux articles documentant ces techniques de gonflette macroéconomique. Je relevais notamment qu'en 2014, selon des chiffres officiels, la production de manioc avait augmenté de 74%, contribuant à 1,3% de la croissance du PIB, ce qui paraissait incroyablement douteux parce que les prix de la tchéké avaient paradoxalement explosé sur les marchés. Je relevais également l'explosion revendiquée de la production de riz qui n'empêchait pas une augmentation folle des importations dans le même temps. C'est quoi l'enjeu de ces petits jeux auxquels on est habitué lors des élections en Afrique, où on a l'habitude de booster le score du chef, y compris quand il a gagné à la loyale? Réécoutons le discours de fin d'année d'Alassane Ouattara. L'endettement de notre pays demeure modéré et le stock de la dette s'établit à 56% du PIB contre un seuil communautaire de 70% dans la zone UEMOA. Il est indéniable que l'endettement de l'État ivoirien croît à une vitesse vertigineuse. Mais
si l'on fait courir le PIB encore plus vite, y compris de manière assez créative, eh ben, tout va très bien, Madame la Marquise. Sauf qu'en économie, la réalité est têtue et se rappelle souvent à nous, à travers d'autres indicateurs moins flamboyants que la croissance du PIB. L'indice de développement humain, notamment, comme l'a martelé Tidjane Thiam, mais il y en a d'autres. Malgré l'embellie économique proclamée, la Côte d'Ivoire échoue à collecter efficacement l'impôt. Elle est même une des dernières de la classe à cet égard sur le continent, notamment en ce qui concerne la collecte d'un impôt indirect, la taxe sur la valeur ajoutée, qui augmente normalement de manière mécanique quand l'économie va bien et que les citoyens consomment plus. Un rapport de la Banque mondiale datant de 2019 signale une bizarrerie. Dans les années 2000, années de guerre civile, où la moitié du pays échappait à l'autorité de l'État, le ratio impôt-PIB était de loin meilleur aux années de paix et de croissance que l'on connaît désormais. Une des grilles d'explication de cette curiosité économique est tout simplement que le PIB a été surévalué ces dernières années pour des raisons d'affichage politique. Pourquoi tout ceci est plus important qu'il n'y paraît? Vous dites que votre économie grandit vite grâce aux dettes que vous contractez auprès du capitalisme international, dont l'agressivité va croître dans les mois et années qui viennent selon les prévisionnistes. Mais vous ne parvenez ni à bien former votre jeunesse, ni à créer un nombre suffisant d'emplois formels. La productivité de votre économie ne parvient pas à atteindre le niveau des années 1970. Vous êtes de moins en moins capable de collecter l'impôt au regard de votre richesse proclamée, ce qui vous amène à vous endetter davantage. En bout de course, vous faites face à la malédiction cyclique des pays africains qui vont de crise de la dette en crise de la dette. Le Ghana, qui se félicitait de dire au revoir au FMI, revient la tête baissée au FMI quelques années plus tard. L'alternance sénégalaise est plombée par le retour d'une crise de la dette. Et tous les pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale sont de nouveau sous la tutelle des institutions de Bretton Woods. En raison de sa crise politico-militaire qui a duré 10 ans, la Côte d'Ivoire a bénéficié des dernières initiatives de désendettement avec une décennie de retard. C'est une chance. Elle peut voir ce qui arrive aux pays frères et voisins qui sont de nouveau à terre après avoir dansé quelques années. Elle pourrait éviter les pièges, car il s'agit bien de pièges. Et ni les institutions de Bretton Woods, ni les pays occidentaux, ni la Chine n'ont intérêt à voir l'Afrique sortir du cycle endettement, crise de la dette, ajustement structurel, endettement, réendettement. Car ce fil à la patte des bailleurs de fonds est ce qui permet de rogner sur la souveraineté de pays extrêmement stratégiques en raison de leur richesse naturelle, mais également dépendants économiquement et souvent militairement. Il ne s'agit donc pas ici de politique politicienne, mais d'un vrai enjeu pour les générations futures.